je suis Emmanuel, je suis designer et anthropologue au sein du PEPR O2R, donc robotique organique, dans le même PEPR que Serena. Donc Serena est dans l'action 3, je suis dans l'action 1. Donc il y a 7 actions différentes au sein du PEPR. Et ma mission, ma spécialité, c'est de réaliser la matériologie profonde d'un robot, c'est-à-dire son exploration, de quoi il est fait, de façon la plus radicale possible, quelles sont les réalités techniques, géopolitiques, sociales, environnementales qui sous-tendent, qui conditionnent l'existence de ce robot. Donc ça, c'est mon travail principal. Alors, peut-être un petit mot sur la matériologie profonde. La matériologie profonde, qui est un domaine de recherche qui s'intéresse à la composition des objets, des infrastructures, des systèmes techniques du quotidien, avec 4 axes principaux. Le premier axe, exploratoire, donc de quoi les objets, de quoi les infrastructures, de quoi les systèmes techniques sont faits. Quelles sont les réalités qui les composent. Ensuite, on n'est pas seulement sur une lecture critique des systèmes techniques. L'idée aussi, ok, maintenant qu'on a mis les choses à plat, comment on fait, comment on fait autrement. Et d'ailleurs, c'est l'une des actions dans l'action 1 du PEPR. On expérimente des matériaux tels que le bambou et l'osier dans la conception de robots. Donc ça, c'est l'axe transformatif. Troisième axe important également, quand on met les choses à plat de cette façon, l'idée, c'est d'identifier des critères, des débuts de critères de valeur alternatifs. Puisque si je parle de la robotique, si je parle de performance, de vitesse, de charge, la compétition asiatique, principalement chinoise, est devenue très forte. Donc difficile pour les industriels européens de rivaliser avec ces industriels-là, en tout cas par rapport aussi à cette logique de coût. Donc, quels sont les critères de valeur qu'on préidentifie? Quels sont les critères de valeur qu'on va développer pour retrouver une nouvelle forme de compétitivité sur le marché. Quatrième axe, donc éclairer la décision industrielle et politique. Eh bien, quand je parle de robots, quand je vais parler là plus précisément de microprocesseurs, bien évidemment, on est sur un objet mondialisé, des matières, des industries disséminées aux 4 coins du monde, avec des interdépendances parfois toxiques. Donc, en tant que décisionnaire public, comment je communique avec les acteurs à l'international en ayant en tête les problématiques industrielles, les problématiques matérielles qui concernent mon tissu industriel. D'où l'idée à terme de constituer une cellule spécialisée à mi-chemin entre le tissu industriel national, les institutions scientifiques, laboratoires de recherche, et les services de l'État intéressés, notamment tout ce qui touche à l'industrie, aux relations internationales, etc. Donc voilà pour une brève présentation de la matériologie profonde. Donc vous avez un manifeste en ligne sur Internet, je pourrais vous l'indiquer ultérieurement pour que vous puissiez approfondir le sujet. Et donc, matériologie profonde d'un robot, ce qui anime le microprocesseur entre matière critique et être mythique. Alors, avant de m'attaquer au robot, je me suis attaqué à un composant, le microprocesseur ou le semi-conducteur, microprocesseur, microcontrôleur. Alors, pourquoi ? Parce que je voulais premièrement parfaire ma méthode sur un objet très complexe,
l'un des objets les plus complexes de l'industrie, microprocesseur. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est que c'est un composant générique que l'on retrouve aussi bien sur un robot que dans un smartphone, que dans un ordinateur, que dans un système satellite, que dans un système de défense. Et donc, si demain je dois réaliser la matériologie profonde d'autres systèmes techniques, eh bien voilà, on a cette brique de base qui est en quelque sorte déjà analysée. Et surtout, pendant les 18 mois, 24 mois qui sont nécessaires pour réaliser la matériologie profonde d'un microprocesseur, moi, ça me laisse du temps pour discuter avec des industriels de la robotique, pour négocier avec eux, pour appliquer la matériologie profonde chez eux. Donc là, c'est quelque chose que je démarre avec l'industriel que vous connaissez certainement, Nirio, à Lille. Donc on attaque ça au mois de juin, donc notamment sur leur nouvel actionneur modulaire, avec cette volonté de produire un objet le plus made in France possible. Ok. Donc tout d'abord, il y a une chaîne opératoire, une supply chain de référence du microprocesseur. Alors là, je pars donc pas sur le circuit intégré que vous avez dans un four micro-ondes. Je pars vraiment sur un microprocesseur avancé, voilà, vraiment dédié à certaines applications robotiques de pointe ou des smartphones haut de gamme ou des satellites ou des systèmes de défense. Et donc cette chaîne opératoire, donc il y a le processeur intégré chez le roboticien en France par exemple. Ensuite, l'étape d'après, c'est son encapsulation, ici chez ASE à Taïwan, sa fabrication chez TSMC à Taïwan, la production du silicium monocristallin et du wafer chez Shin-Etsu au Japon, le raffinage du polysilicium chez Wacker en Allemagne, et l'extraction du quartz dans l'ouest de la Caroline du Nord par deux industriels. Ça, je vous en parlerai tout à l'heure. Sibelco et The Quartz Corp. Et puis quand on se lance dans une matériologie profonde, l'idée aussi c'est de questionner les fondements géologiques, voire cosmiques des matières. Et vous verrez justement que cette dimension géologique est très importante pour le silicium, pour le quartz de Caroline du Nord. Donc on a des nœuds primaires, on a des nœuds secondaires, donc le stepper scanner EUV conçu, assemblé par ASML aux Pays-Bas, donc vous connaissez de toutes les façons la plupart des industriels que je mentionne. Taïwan, que je considère comme un composant, et plus précisément comme un géocomposant. Donc l'eau, avec le cas spécifique de l'utilisation de l'eau à Taïwan, juste pour vous donner une idée, on est de l'ordre de 260 000 tonnes d'eau par jour utilisées par TSMC pour fabriquer les microprocesseurs, donc environ 100 piscines olympiques. Le cuivre, sans oublier les sous-produits du cuivre, notamment l'arsenic, qui est super important pour la fabrication des microprocesseurs, notamment pour les procédés de dopage. Les terres rares, cérium, yttrium, l'un de mes préférés, la fluorine, la fluorite, je reviendrai sur ça tout à l'heure aussi. Et, alors, ça, je n'aurai pas le temps de spécifier ça, mais peut-être l'une des dimensions les plus vertigineuses de ce travail-là, c'est la logistique maritime, notamment sur ce segment Taïwan-France. Donc Taïwan-France, détroit de Taïwan, détroit de Malacca, canal de Suez, France, avec bien évidemment alors pas spécifiquement sur le canal de Suez, mais avec les problématiques maritimes actuelles qui sont d'actualité suite au conflit en cours au Moyen-Orient. Ok. Donc Intel avait fait il y a une dizaine d'années une esquisse pour comprendre un petit peu mieux de quoi était fait le microprocesseur, et ils étaient arrivés à 300 matières et 16 000 sous-traitants. Donc moi, je serais plus, par rapport à l'étude que je suis en train de faire,
sur 1000 à 1500 matières. Bon, et si j'applique une règle de 3, bon, ça n'a pas une grande valeur méthodologique, mais on serait plus sur quelque chose de l'ordre de 50 000, de plus de 50 000 sous-traitants. Juste pour vous donner une idée, le nombre de sous-traitants sur le programme Apollo, c'est 20 000 sous-traitants. Ok. Hop. Et donc une méthodologie sur 3 niveaux. Alors, le premier niveau, donc je m'appuie sur de la littérature scientifique industrielle, donc des ouvrages, des publications de référence sur les microprocesseurs. Quand c'est possible, certaines publications ou rapports d'ONG peuvent donner des quantités de matière. Donc là, on peut avoir des données un petit peu plus qualitatives. Et le troisième niveau, c'est quand on ne trouve pas d'informations, quand vraiment le processus technique est opaque, donc il n'y a pas le choix, il faut y aller, il faut se rendre sur le terrain, visiter les sites d'extraction, essayer de rencontrer les industriels. S'ils ne veulent pas te rencontrer, trouver un moyen de s'informer pour essayer de retracer la matérialité du processus technique opaque ou opacifié. Ok. Alors, juste avant de démarrer, une représentation visuelle. Alors là, on est sur une cartographie de base qui n'est pas très informative, mais c'est juste pour rendre compte de la complexité du système. Donc chaque petit point représente une matière et les ronds, les nœuds que vous avez au centre, il s'agit des étapes principales de la production. Donc souvenez-vous, encapsulation, fabrication, production de wafer sur silicium monocristallin, raffinage du polysilicium, etc., etc. Et certains de ces petits points, si vous les enlevez du système, soit le système est fortement ralenti, soit il s'effondre. Un seul point peut suffire. Et là, ce que vous avez à l'écran, c'est une version archi simplifiée du processus de fabrication d'un microprocesseur. Parce que là, je suis à peu près sur 3000 points, c'est les 3000 entités que j'ai pu cartographier dans la production du microprocesseur. Mais bien entendu, on est sur une réalité beaucoup plus conséquente. Voilà. Donc, l'idée, c'est de poursuivre le travail sur cette cartographie, mais la rendre bien évidemment beaucoup plus lisible, en y mentionnant des niveaux de criticité technique, géopolitique, je vais y revenir, sociale, géopolitique, pour que la cartographie ne soit pas seulement un effet visuel, mais pour qu'il puisse être informatif pour l'industriel, pour le chercheur ou pour le politique. Ok. Donc, là, vous avez une représentation cartographique, géocodée, simplifiée de la chaîne opératoire de référence. Ok. Donc, le point 0, donc on est sur l'intégration du microprocesseur chez un industriel. Ensuite, on part au point -1 et -2. Donc là, on est à Taïwan. Donc, encapsulation et toutes les étapes de la fab. -3, on est au Japon, sur le raffinage du silicium monocristallin et sur le wafer. -4, on part en Allemagne, chez Wacker, donc une industrie assez incroyable, un raffinage assez incroyable. Donc, sur le silicium très haut de gamme, vous avez deux industriels qui ont le marché, qui est Wacker et Hemlock. Donc Wacker, une industrie immense, qui a sa propre centrale énergétique, qui a son propre stade de football, qui a sa propre équipe de football, qui évoluait il y a une dizaine d'années en deuxième division de Bundesliga, donc c'est pas rien. Donc -5 pour l'extraction. Et ensuite, les points bleus, c'est les points secondaires dont je vous ai parlé tout à l'heure, les nœuds secondaires. Donc vous avez le petit point bleu aux Pays-Bas, ici sur les Stepper Scanner ASML. Là, on est entre la Malaisie et l'Indonésie, donc on est sur le détroit de Malacca. Pour parler de la logistique maritime,
Donc là, on est sur le cuivre au Chili, donc plus gros producteur de cuivre au monde. Et là, on n'est plus sur des opérateurs symboliques liés aux origines, aux fondements géologiques et cosmiques des matières. Ok, donc là, ce matin, je vais vous parler uniquement de ce point-là. Donc sur ces points-là, donc j'ai référencé 673 matières et 681 équipements. Ok. Donc ça c'est une capture d'écran de la cartographie animée que je viens de vous montrer. En fait, là on a toutes, on va dire, on a les étapes principales de la production d'un microprocesseur. Et celles qui sont entourées sont celles qui se passent à Taïwan. Donc, on va commencer par Taïwan, juste pour un élément de contexte, on ne va pas tout passer en revue. Donc, Taïwan, territoire important comme vous le savez, puisque Taïwan fournit 40% de la puissance informatique mondiale. Ils fournissent 90% des microprocesseurs avancés. Ce qui explique les tensions croissantes entre les États-Unis et la Chine. On est également sur un territoire vulnérable, au moins sur 2 points. Zone sismique. Il y a eu par le passé des séismes qui ont posé problème dans la supply chain des microprocesseurs. Et vous avez également un problème hydrique de plus en plus présent. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, produire un microprocesseur à Taïwan uniquement chez TSMC, c'est 260 000 tonnes d'eau par jour, donc l'équivalent de 100 piscines olympiques. Et donc avec des problèmes hydriques de plus en plus importants, qui oblige TSMC à recourir aux camions citernes, à l'ensemencement des nuages et à construire des unités de dessalement. Alors, heureusement, bien évidemment, s'il fallait prélever 260 000 tonnes d'eau par jour, ce serait impossible. Donc, on n'aurait pas de microprocesseur dans la salle. Donc, il recourt au recyclage quand même de l'eau, de l'ordre de 80, 85, 90%. Avec des technologies de traitement des effluents qui sont uniques dans l'industrie, puisqu'ils ont mis en place 9 filières avec 13 technologies qui permettent de traiter, voire de revaloriser 38 types d'effluents. Voilà pour la partie Taïwan en quelques mots. Donc on va partir sur l'encapsulation du microprocesseur. Alors, avant chaque étape, donc je vous ai mis un tableau, c'est surtout l'occasion pour vous l'expliquer, plus que pour le lire. Donc là, vous avez la liste des matières que je référence à chaque étape. Et ensuite, ici, vous avez 4 colonnes. Criticité technique, criticité géopolitique, criticité sociale, criticité environnementale, avec un indice de confiance par rapport à la qualité de mes données, un score industriel qui mesure avant tout la criticité de l'approvisionnement, un score RSE qui mesure avant tout la criticité des impacts socio-environnementaux, et avec un score global moyen, donc à chaque fois sur 5. Alors pour calculer mes indices de criticité, je me réfère aux travaux de l'Union européenne, et avant tout de l'Union européenne et de la US Geological Survey. Alors l'Union européenne, pour évaluer la criticité des matériaux et derrière les dépendances, il s'appuie sur deux index.
l'index EI, l'index économique, qui mesure en quelque sorte, tiens, voilà, s'il n'y a plus de tungstène, quel est le risque du manque de tungstène sur l'économie. Et un indice SR, Supply Risk. Donc là, s'il y a un souci avec un pays, s'il y a un souci avec une industrie de ce pays, si elle arrête de me fournir, alors peut-être que certains d'entre vous savent que l'été dernier, la Chine a arrêté d'exporter les moteurs électriques pour la robotique pendant 2 mois. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe si un industriel ou la Chine décide, voilà, on arrête d'exporter. Voilà. Donc on a un indice qui est plutôt orienté technique, économique technique, et l'autre qui est plutôt orienté économique géopolitique. Alors, comme comme source de base, bon, ce n'est pas idéal. Vous voyez, vous avez à plusieurs endroits la mention NE, donc non évaluable. Pourquoi? Parce qu'on est sur des substances chimiques. On ne sait pas de quoi ces substances chimiques sont faites. Et la nomenclature douanière n'indique pas la composition de ces produits chimiques. Alors peut-être que certains d'entre vous savent de quoi sont ces substances chimiques. Voilà. Donc c'est assez limitant puisqu'on a quand même une orientation métaux, alliage de la méthodologie. Dès qu'on est sur des formulations complexes, bien évidemment, j'en reparlerai, les choses se compliquent. Ok. Donc, je ne vais pas à chaque fois citer les matières les plus importantes de chaque procédé. Je vais essayer de vous proposer un panorama des 20 matières les plus importantes et les plus critiques des semi-conducteurs et donc derrière de la robotique, puisque en tout cas une partie de la robotique dépend des semi-conducteurs. Donc on a le tungstène, donc pas de tungstène, retour en arrière immédiat de 25 ans à peu près. Donc ici dans le packaging qui est utilisé pour l'under-bump metallization. Donc la Chine domine la transformation du tungstène, 86% du marché. Le cobalt et d'ailleurs le ruthénium qui tendent à remplacer le tungstène dans certaines applications de pointe. Donc le cobalt, une fois de plus, la République démocratique du Congo, 63% du marché, avec les risques, les drames, c'est même pas des risques, c'est des drames sociaux et environnementaux qui ont lieu depuis plusieurs décennies en RDC suite à l'utilisation du cobalt, mais aussi du tantale pour l'industrie électronique. L'étain pour les soudures, avec une dépendance à la Chine et à l'Indonésie à hauteur de 66%. Donc or, ruthénium, palladium et platine, une dépendance à l'Afrique du Sud et à la Russie pour le palladium. Alors, quand on dépend de la Russie et quand derrière on essaie d'appliquer des sanctions, bien évidemment tout se complique. Parce que c'est pas uniquement le palladium qui pose problème. Si je parle d'une autre industrie, le nickel, le nickel russe est super intéressant pour l'industrie des véhicules électriques parce que premièrement il est de bonne qualité et industriellement il est super intéressant parce qu'il est issu de roches magmatiques qui viennent justement avec ces matières. Donc c'est d'une pierre plusieurs coups. Donc quand on applique des sanctions envers certains pays avec qui les points de vue divergent, mais dès qu'on touche aux matières, ça se complique. On va sanctionner, mais voilà, on va y aller quand même sur la pointe des pieds, parce qu'on ne peut pas se priver de ces matières. Voilà, pour l'encapsulation. Et ensuite, toute la fabrication des microprocesseurs. Donc aujourd'hui, un microprocesseur, sur les plus avancés, on est sur environ 100 couches de matière sur le substrat en silicium. En gros, 50 couches dédiées aux transistors, 50 couches dédiées aux interconnexions. Donc si je devais faire la matériologie profonde selon les 100 couches, bon, j'y arriverais pas, enfin, impossible. Donc j'ai regroupé les processus techniques en 6 catégories. Ajout de matière, sélection de matière, retrait de matière, modification de matière, purification de matière et inspection de matière.
Donc, hop, on va partir procédé d'ajout de matière, donc tout ce qui est dépôt et croissance, épitaxie. Donc là, on retrouve le Tantal, Tantal comme le cobalt, République démocratique du Congo, 35% et 17% pour le Rwanda. Donc on est vraiment sur une partie du territoire qui est en conflit permanent avec des conditions de travail exécrables. Et je ne rentrerai pas dans les détails, ça j'ai des collègues qui le font très bien. Je vais vous épargner ça. Alors le hafnium. Est-ce que l'hafnium, ça vous dit quelque chose? Ok. Eh bien, étonnamment, l'indice de criticité du hafnium, il n'est pas super haut. Parce que, c'est quand même à noter, c'est que la France a le monopole sur le raffinage du hafnium. Et pas de hafnium, retour aux années 2006, 2007, 2008. En fait, c'est la matière qui a rendu possible le passage à une gravure au-delà de 40 ou 45 nanomètres. Sans hafnium, trop de chaleur, pas de possibilité d'aller au-delà de ces nœuds technologiques. Et il se trouve que voilà, le hafnium, même s'il est extrait en Australie et en Afrique du Sud, la France a développé une spécialité, son raffinage, ce qui permet de sécuriser la supply chain européenne. C'est pour ça ici que je parle de risque géopolitique inversé, puisque pour une fois, ce sera le seul exemple. Voilà. Après, je pourrais parler des gaz quand même avec Air Liquide, mais globalement sur des substances métalliques, voilà, où l'Europe est sûre d'avoir la main sur cette matière et peut même derrière en jouer pour les relations internationales. Et ensuite, bien évidemment, pour certaines qualités de semi-conducteurs, bon, alors ça, bien évidemment, c'est pas les plus courants, mais ça va changer. Gallium, germanium, indium. Hop. Donc, là, domination écrasante de la Chine, 94% pour le gallium, 83% pour le germanium, 70% pour l'indium. Et la Chine qui joue depuis 2023, encore récemment début 2026, à limiter ou à faire croire ou à arrêter l'exportation de ces matières. Et le Japon en a fait les frais en 2024 et les États-Unis en 2025. Ok. Hop, stepper scanner EUV. Alors là, monopole absolu d'ASML aux Pays-Bas, donc le fleuron européen. Il me semble que c'est 94% du marché sur l'extra ultraviolet, j'en suis pas certain. Et là, je vais attirer votre attention sur juste un composant de cette machine, enfin un duo de composants, bon, qui est bien évidemment le plus sophistiqué de l'ensemble. Alors juste voilà, 400 millions d'euros à le prix de 4 Boeing 737 pour chaque machine. À Taïwan, ils en ont plein, et puis un renouvellement quand même régulier, puisque les technologies de nœuds de gravure évoluent assez rapidement. Donc au bout de 2 ans, il y a turnover de machine. Donc sur un composant qui est la source EUV par plasma d'étain plus le laser CO2, juste ces deux composants sollicitent 457 329 pièces. C'est-à-dire que ASML est devenu le plus gros intégrateur industriel au monde, puisque ces pièces sont fabriquées aux 4 coins du monde par des milliers de sous-traitants. Et notamment vraiment les sous-traitants qui pèsent dans ce business, c'est Cymer, donc qui a été racheté par ASML, qui produit la source EUV par plasma d'étain, monopole, 100%. Et Trump pour le laser CO2, monopole, 100%. On a un autre monopole, ça vous connaissez cet industriel Zeiss, pour les équipements optiques. Donc c'est eux qui fabriquent les systèmes optiques et le miroir en alliage, en tout cas en couche, multicouche de molybdène et de silicium.
Et en fait, on oublie souvent un composant, parce que cette machine est tellement spectaculaire, qu'il y a un groupe de composants et qui est récurrent sur toutes les machines, c'est les systèmes de vide. Les systèmes de vide, notamment les pompes, et là je ne l'ai pas mis, mais les vannes, donc pour les vannes des systèmes de vide, vous avez un fournisseur qui s'appelle VAT, qui a 95% du marché. Donc tout ça, et encore là j'en suis qu'au début de l'histoire, on voit déjà que cet ensemble, cette cartographie que je vous ai montrée tout à l'heure, eh bien cet ensemble, il est très très fragile. Un grain de sable, tout ralentit, voire tout s'arrête. Ok. Bon, je vais peut-être passer un petit peu plus vite. Bon, la problématique des terres rares. Donc cérium, ça c'est dans les bouts de polissage pour la planarisation du wafer pendant les étapes de fabrication du microprocesseur. L'yttrium, qui est utilisé comme matière pour protéger les chambres plasma. Donc là, on est sur une terre rare légère. Là, on est sur une terre rare lourde. Donc il y a 17 terres rares. Il y a disons une restriction sur de la Chine de cette terre rare, parce que la Chine, au niveau des terres rares, ils sont au top, puisqu'ils ont 100% du marché sur les terres rares lourdes, dont les l'yttrium font partie, et ils ont 85% du marché sur les terres rares légères, comme le cérium. Et puis vous avez lui, normalement vous en avez entendu parler il n'y a pas très très longtemps, de l'hélium. Il y a eu un concours de circonstances parce que j'avais eu l'occasion de parler de ce travail-là un petit peu avant, aux prémices du conflit au Moyen-Orient, puisque le Qatar est un gros producteur d'hélium, les États-Unis également. Mais bon, Taïwan se fournit avant tout au Qatar, c'est plus près, plutôt qu'aux États-Unis. Donc Taïwan achetait la quasi l'intégralité de son hélium au Qatar, et puis du jour au lendemain, plus d'hélium. Donc c'est les États-Unis qui ont pris le relais, qui ont dû derrière faire évoluer aussi leur production pour répondre aux besoins du marché. Hop. Ok. Donc là, on est sur les matières de dopage qui visent à rendre plus conducteurs certaines parties du substrat pour créer telle ou telle fonction. Donc on a le dopage au bord. Donc la Turquie fournit 99% du bord pour l'industrie européenne. On a le phosphore, une fois de plus, domination de la Chine et une dépendance des importations au Kazakhstan, l'antimoine avec la Chine également, l'arsenic, on retrouve la Chine, on retrouve le Maroc. Donc l'arsenic est souvent un sous-produit du cuivre, donc généralement là vous avez extraction de cuivre, vous avez fourniture d'arsenic. Et ensuite, les gaz qui sont fabriqués à partir de ces matières, qui rajoutent une complexité supplémentaire. Donc il y a déjà une complexité géopolitique, technique géopolitique, et là on rajoute une complexité à minima environnementale, puisqu'on est quand même sur des substances très toxiques, voire sociales, sanitaires. Hop. Ici. Donc sur les étapes de purification, bon, ça fait un moment que j'explore les systèmes techniques, les objets, ça fait plusieurs années. Et c'est vrai qu'il y a une matière qu'on retrouve quasiment partout. Elle est pourtant assez discrète, hein, c'est l'acide fluorhydrique, qui est utilisé dans l'industrie électronique, pas à toutes les étapes, mais pas loin. Et donc un acide fluorhydrique qui dépend du fluor, et donc qui dépend une fois de plus, une nouvelle dépendance à la Chine, mais surtout avec des substances
qu'il s'agisse de gaz fluorés, de substances chimiques fluorées, qui là par contre ont énormément d'impact sur les écosystèmes et qui s'associent au débat actuel. On en parle un petit peu plus depuis quelques mois, des PFAS et des polluants éternels. Ok. Et juste un dernier point avant de plonger au cœur de l'extraction. Alors là, sur l'inspection, je ne vous ai pas mis de matière, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que j'évalue aussi, donc j'évalue la criticité des matières, mais j'évalue aussi la criticité des équipements. Alors de façon assez simple, je m'appuie sur la concentration de l'offre. Bon, on l'a vu pour le stepper scanner EUV, bon, on a un monopole ou quasi monopole d'ASML. Donc là, je vais noter la criticité 5 sur 5. Quand on a un triopole, alors dans la production des équipements pour les semi-conducteurs, on a un trio qui revient souvent, Applied Materials, Lam Research et Tokyo Electron. Donc là, quand on a un triopole, je vais noter 4 sur 5. Et quand on est à 5 fournisseurs qui ont la part principale du marché, je vais noter 3 sur 5. C'est les cas des équipements d'inspection optique. KLA, Applied Materials, Onto Innovation, Thermo Fisher, Hitachi ont 60 parts du marché. Alors là, je me suis permis de rajouter plus 0,5. Alors pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, alors c'est difficile, il n'y a pas de chiffre, mais 80 à 90% des étapes de fabrication, il y a une inspection derrière. Donc, ce qui rajoute un supplément de criticité à ces matériels-là, même si la conception et la fabrication est un peu plus distribuée que dans certains équipements cités plus haut. Et donc, je vous parlais de limites tout à l'heure par rapport aux sources disponibles. Mais typiquement, voilà, je peux retrouver cette ligne-là, CuO, M1OX, M2OY. Donc ça, c'est la formulation d'une substance chimique telle qu'elle est présentée dans les carnets de douane, dans les carnets douaniers. Eh bien, on ne sait pas, ok, on sait qu'on a une présence de cuivre, mais par contre, on ne sait pas qui est M1, qui est M2. Donc, on le sait en faisant quelques recherches, ça peut être du zinc, de l'indium, du fer, du nickel, du manganèse ou du cobalt, qui au final élève le niveau de criticité de cette matière alors qu'elle n'est pas forcément notée critique par les indicateurs officiels. Voilà, donc d'où cette triple problématique douanière, parce que ce n'est pas le job des douaniers de faire la matériologie profonde de chaque substance chimique qui passe. Bien évidemment, la commercial confidentiality, on est sur des formulations parfois très complexes et donc confidentielles. Et le biais géologique, c'est-à-dire qu'on a surtout des évaluations pour les métaux ou pour les matières qui dépendent directement de ces métaux. Voilà. Donc maintenant, on a parlé matière critique, on va parler d'être mythique. Hop, on va partir aux États-Unis. Ici, pour le quartz. Alors, bien évidemment, je me suis intéressé au quartz, au point de départ, au final du microprocesseur, donc quartz silicium. Et bon, j'ai très vite trouvé qu'il y avait dans un petit village de 2000 habitants, dans l'ouest de la Caroline du Nord, au sud des Appalaches, le plus gros monopole industriel mondial, qui est l'extraction de silicium d'une qualité qui est unique au monde, avec des puretés natives supérieures à 99,99%. Et il n'y a qu'un endroit dans le monde, qu'un seul gisement dans le monde qui est capable de fournir cette qualité de silicium. Alors pourquoi il y a du silicium, il y en a ailleurs, mais pourquoi faut-il un tel niveau de qualité de silicium? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même dans les derniers smartphones, il faut atteindre à la fin du raffinage, donc raffinage, Allemagne puis Japon, des qualités qui sont de l'ordre comprises entre
99,99 après la virgule et 99,139 après la virgule. Si je prends le cas le plus extrême, si vous avez plus d'un atome, par exemple de fer dans 1000 milliards d'atomes de silicium, la matière est déclassée. Donc on est à ces niveaux de pureté dans les applications en tout cas de pointe. Une fois de plus, pas pour le circuit intégré du four-micro-ondes. Et bien pour atteindre ce niveau de qualité, le raffinage ne peut pas tout faire. Il faut déjà un point de départ qui est bon. Et là, donc un seul gisement, le village de Spruce Pine, 70 à 90% du marché mondial, 100% du marché pour la fabrication des creusets. Donc les creusets, c'est les récipients qui sont ensuite qui sont fabriqués par General Electric, qui sont envoyés au Japon pour faire pousser le silicium. C'est-à-dire vous avez votre creuset, vous mettez le polysilicium qui vient d'Allemagne fondu dans ce creuset-là, et ensuite vous avez une graine de silicium monocristallin qui vient au contact, c'est le procédé Kowalski, qui vient au contact du silicium fondu et qui vient au contact transformer le silicium, le polysilicium en monosilicium, juste par effet de contact. C'est-à-dire que la structure de la matière s'organise juste au contact de la matière la plus organisée, c'est-à-dire la petite graine. Et donc, pour faire pousser la matière, parce qu'on est quasiment sur un processus technique qui est végétal, pour faire pousser cette matière, il faut en creuser du monde. Voilà. Parfait. Et donc, 100% des creusets, c'est le silicium qui vient de Spruce Pine. Alors, ça ne paye pas de mine. Voilà. Ça ne paye pas de mine, j'étais quand même assez surpris. Alors, ça ne paye pas de mine parce qu'il y a aussi une raison. Bon, déjà, ça ne paye pas de mine parce que c'est un petit village. Mais deuxièmement, ils ont essuyé une tempête très violente. Peut-être que vous en avez entendu parler. À la fin 2024, la tempête Hélène, qui est l'une des tempêtes qui a causé le plus de dégâts aux États-Unis. Mais je parle de cette tempête aussi pour une bonne raison. C'est que cette tempête, elle a interrompu la supply chain de microprocesseurs pendant 15 jours. Alors vous allez me dire que 15 jours. Mais en 15 jours, il s'est passé beaucoup de choses. Alors déjà, pourquoi elle a été interrompue? Parce qu'il y a juste une route qui a été bloquée. Donc c'est la route 19E, en fait, qui achemine tout le reste. Et ils ont été surpris de s'apercevoir, ah mince, on a une route qui bloque l'approvisionnement mondial en silicium et en microprocesseurs. Ok, donc il va peut-être falloir faire autrement. Et donc derrière, 15 jours, c'est énorme pour ce type d'industrie. Silicon Valley en panique. Vous vous débrouillez, vous relancez le plus vite possible. Bon, je caricature en disant ça, mais malheureusement c'est un peu la réalité. On relance les industries avant les hôpitaux. En 15 jours, première fragilité du marché, mais surtout des opérations intéressées, venues de Chine, pas de Russie, mais surtout de Chine. Moi j'ai un cas concret sur la Chine. C'est-à-dire, voilà, peut-être qu'il y a un petit moment de fragilité, il y a peut-être une opportunité à saisir. Et donc, vous aviez des gens, des industriels chinois qui venaient voir si on pouvait tenter un petit truc dans ce cas. Tellement bien que l'État de la Caroline du Nord a dû voter des lois en suivant pour éviter toute opération extérieure, notamment venue de Russie et de Chine, et ensuite faisant en sorte de relancer l'industrie le plus vite possible pour pas qu'on perde pied. Donc voilà la réalité. Alors, ce qui explique aussi le côté délabré, parce que le village a quand même souffert de cet événement-là. Donc voilà, après sinon rien d'incroyable. Voilà, vous avez ici c'est le point le moins protégé
de l'extraction du silicium, donc The Quartz Corp, donc une société scandinave, donc quelque chose d'assez modeste. Mais par contre, même si ça paraît modeste, bien évidemment, j'ai contacté les services de communication de Sibelco, de The Quartz Corp. Bon, Sibelco ne m'a jamais répondu. The Quartz Corp, ils m'ont répondu, mais bon, j'ai bien compris que je n'étais pas le bienvenu. Et donc, du coup, on ne veut pas me parler. L'idée, c'est de trouver d'autres solutions. Donc, je me suis entouré de deux ONG, une ONG de droit et une ONG qui m'a permis, avec l'aide d'un ancien pilote de la US Navy, de survoler les sites industriels et les gisements pour déjà avoir une idée de l'organisation, des stratégies de dissimulation, enfin, en tout cas de dispersion, mais aussi derrière qui m'ont permis de collecter des documents légaux sur les activités qui ont lieu ici à Spruce Pine. Alors, pour moi, l'idée, ce n'était pas du tout dans une intention militante, parce que je suis très bien, enfin, je fais de la recherche, mais je suis au départ issu de l'industrie. Si ce n'est pas les États-Unis qui le font, ce sera les Chinois, ça sera en Chine et ce ne sera pas forcément mieux. Donc non, l'idée, c'est avant tout de collecter des informations qui puissent me permettre de reconstituer les processus techniques, les matières utilisées, d'évaluer une fois de plus les différents niveaux de criticité, technique, géopolitique, sociale, environnementale, etc. Et donc voilà, donc là vous avez le point de départ, probablement, du microprocesseur que vous avez dans votre smartphone. Voilà. C'est le point de départ. Voilà. Donc l'histoire commence ici, dans 70 à 90% des cas. Donc ça commence avec de la dynamite. Vous pouvez vous-même sortir la composition de la dynamite si vous voulez. Ammonium, nitrate, diesel, bon bref, un explosif de base. C'est le silicium qui est blanc comme ça. Ouais. Il est très blanc. Ouais. On est vraiment sur une blancheur assez incroyable. Alors il y a des endroits où le silicium n'est pas suffisamment pur pour les applications industrielles, surtout dans le photovoltaïque et dans le microprocesseur. Et donc il y a certains golfs dans le monde qui remplissent leurs bunkers de sable, de silicium, de Spruce Pine. Voilà, pour avoir quelque chose de blanc. Voilà. il y a des petites anecdotes comme ça. Voilà. Mais c'est pas tout. Parce que je contactais les industriels, ils ne me répondaient pas. Bon, ça, je pouvais comprendre. Mais j'avais bien identifié que les sites industriels n'étaient pas trop loin, 1 heure et demie de route, des territoires Cherokee. Bon, je contacte différentes autorités Cherokee. On me répond un peu, mais on ne me répond pas trop. Bon, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Je commence à me faire un film. Je dis peut-être qu'il y a des accords tacites entre les industriels et en quelque sorte les Cherokees. Donc voilà, il y a peut-être des choses qui dérangent. Bon, bref. Et alors, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, mais il se trouve que j'ai compris en y allant que le quartz, dans les cosmologies des peuples premiers d'Amérique du Nord, c'est la matière la plus puissante. C'est la matière la plus puissante qui est utilisée pour les rituels les plus puissants. Guérison, divination. Et en fait, le quartz est tellement puissant qu'on n'a pas le droit d'en parler. On est sur une matière puissante, les rituels sont
sont tenus secrets. Le quartz a un pouvoir de vie ou de mort. Mal utilisé, il peut tuer. Donc c'est pour ça que le quartz, il est gardé dans une peau de daim, dans une poterie, voire enfoui dans le sol ou caché profondément dans une grotte pour limiter l'accès. Les seules personnes qui sont habilitées à utiliser le quartz sont des personnes qui sont formées depuis l'enfance. Alors de quoi il est question, bien évidemment, c'est assez flou, hein, parce que ne croyez pas que les gens me parlaient. Donc je suis parvenu à connecter certains points. Voilà, mais ils maîtrisent très très bien leur table. Mais voilà, il y a quelque chose qui se joue. Alors, il y a une qualité de quartz notamment qui est utilisée. C'est le quartz rutile. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est le quartz dans lequel il y a des inclusions de titane. Il y a des lignes rouges dans le quartz. Et en fait, après tout ça, c'est des hypothèses. Mais parce qu'on est sur quelque chose qui n'est pas unique au peuple premier d'Amérique du Nord. Les Australiens, les aborigènes d'Australie parlent du maban, qui est une fois de plus un serpent arc-en-ciel, un quasi-dragon, qui vomit du quartz. Tellement mais qu'il y a des rituels d'incorporation de quartz dans le corps. Je vais raconter après un truc et j'y viens. Et vous avez ça dans les Alpes, les mythes alpins, avec les mythes de la vouivre. Vous avez toujours ce rapport au serpent, dragon, quartz, lumière. Voilà, en gros ce trio, dragon, quartz, lumière. Vous avez ça en Amérique du Sud, au Brésil, chez les Dessana, l'anaconda primordiale, tellement bien qu'il y a une historienne qui a fait une hypothèse très très intéressante, au-delà des aspects peut-être un peu plus mystiques que je vais vous faire part ensuite. C'est que en fait il y a des ossements qui ont été découverts dans cette région-là, et des ossements d'animaux très anciens. Et il se trouve que certains processus de fossilisation des os créent du quartz. Donc le quartz peut être directement associé à des ossements d'animaux très anciens, qui pourraient expliquer en partie l'association quartz-dragon. Donc voilà, en tout cas, je vais vous dire encore en tout cas après, mais ce qui est intéressant et assez incroyable, extraordinaire, c'est de voir que c'est le même gisement de quartz, mais qui appartiennent à des espaces-temps qui n'ont rien à voir et qui n'interagissent pas. Où d'un côté, on a un quartz qui fournit les plus hautes technologies industrielles, avec le développement d'une sorte de tabou, de tabou social. Et de l'autre, on a le quartz qui fournit la plus haute technologie de l'esprit chez les populations premières d'Amérique du Nord. Et ça depuis plusieurs milliers d'années. Et ça, voilà, d'un point de vue anthropologique, ces deux orientations étaient différentes. Et si je dois adopter une perspective orientée matière, c'est ainsi que je peux parler voilà, d'une puissance du quartz qui peut être explorée de différentes manières, à minima industriel, mais aussi à minima symbolique, voire cognitive, parce qu'il ne faudrait pas non plus réduire les effets du quartz à une seule puissance symbolique. Il y a peut-être quelque chose qui se joue du point de vue de la cognition, sur les pratiques de la perception, quartz, lumière, état modifié de conscience, ou plutôt retrait du plan de conscience ordinaire pour reconnecter au plan de conscience commun, ce qu'on appelle l'ECC versus le CO. Donc il y a peut-être quelque chose d'autre qui se joue, dont ils ont le secret, qu'ils mettent en récit d'une certaine façon, mais qui est loin d'être inintéressant à étudier.
Juste une petite note de bas de page, en quelque sorte. Parce que qui dit quartz, qui dit piézoélectricité, il se trouve que le collagène, donc le collagène qui représente à peu près 25% de la masse musculaire, 7 à 8% de la masse corporelle totale, eh bien ce collagène a les mêmes propriétés que le quartz. C'est-à-dire le collagène a des propriétés piézoélectriques. Donc le collagène qui est présent dans les os, qui a été identifié pour la première fois dans les années 1950 par 2 chercheurs japonais, je crois, et dont les études continuent, surtout en Inde et en Corée du Sud, puisque donc là je suis sur un projet potentiel avec eux, donc tout n'est pas encore totalement ficelé, mais où l'idée serait de fabriquer des générateurs électriques souples. On parle de robotique souple, donc générateur électrique souple, à partir de collagène de peau de poisson. Eux, ils y arrivent. Hein. Donc il y a 2 laboratoires dans le monde qui arrivent. Alors bien évidemment, on est sur des signaux électriques, très faibles. En tout cas, il y a quelque chose à explorer. Et si je me remets dans une... si je reprends une perspective anthropologique, si je considère que 7 à 8% de ma masse corporelle a les mêmes propriétés que le quartz, bien ça peut m'amener à venir questionner le rapport qu'on peut avoir aux minéraux, aux pierres, bien évidemment au-delà de ce que les lithothérapeutes ou certains lithothérapeutes en disent. Mais en tout cas, ça peut m'inviter à essayer d'explorer des connexions entre les cosmologies dont je vous parle, la biologie du collagène, mais aussi la géobiologie et les pratiques de la pierre de manière générale. Et notamment, pourquoi pas questionner la dimension de la vibration. Donc voilà, je crois que c'est tout. Voilà, donc oui, bien évidemment, donc le quartz est là-bas, oui, associé au dragon. Et là, vous avez voilà, cette montagne qui est en quartz pur, puisqu'on est toujours pareil, c'est le même gisement. En fait, en quelque sorte, c'est le lieu de résidence du dragon. Mais ce qui est étonnant, une fois de plus, c'est de questionner la part scientifique des mythes. C'est que, incroyablement, c'est qu'à cet endroit-là, vous avez un écosystème endémique rempli de serpents. Alors aujourd'hui, c'est des serpents qui font 1,50 m. On sait qu'il y a eu récemment des serpents de 3 mètres. Alors je ne sais plus ce que c'est, un type de crotale. Mais certains disent que dans la région, il aurait pu avoir des serpents de 6 mètres, par exemple. Et donc vous avez une concentration de serpents qui est unique, et en fait avec tout un écosystème qui s'est construit autour du quartz. Pas uniquement animal, mais aussi végétal. Et d'ailleurs, en tout cas, la majorité des végétaux qui sont utilisés dans les rituels sont des végétaux utilisés qui poussent aux abords des volumes de quartz. Voilà. Donc une fois de plus, d'un point de vue anthropologique, questionner la scientificité des mythes. Et au final, c'est aussi ça la matériologie profonde. Comment d'un objet appartenant qui est un objet du quotidien, qui appartient, qui est totalement intégré à notre culture matérielle, voilà, peut permettre d'explorer des réalités totalement insoupçonnées,
Derrière, peut-être, pour en tout cas, c'est l'un de mes objectifs, pour recréer ces connexions. En tout cas, pour rendre visibles ces connexions, à minima, voire pour les recréer. Donc ça, c'est une autre mission que j'ai à travers, dans un autre projet qui est parallèle au PEPR. Voilà.